Bon, bah, bonjour tout le monde. Désolé, on va devoir forcer un peu sur la voix, donc c'est pas très agréable. On fait avec ce qu'on peut. Tout le monde entend là jusqu'au fond, c'est bon? Non? Vous m'entendez ou pas? Enfin, un peu plus fort. Un peu plus fort, c'est bon là? Ouais? C'est bon là? D'accord. Donc merci d'être venu pour cette présentation de Kodokojo, notamment de la. On va essayer de vous présenter de la construction et déploiement d'une application en utilisant des conteneurs et comment est-ce qu'on a utilisé les conteneurs avec Kodokojo. Donc on va commencer par vous expliquer un petit peu la genèse de Kodokojo. Je vais vous présenter aussi son architecture, histoire de donner un petit peu de contexte à l'application Kodokojo et comment on l'a testé du coup. Une petite démo rapidement pour vous montrer un peu ce que fait Kodokojo, ça va être très rapide, je vous rassure. Ensuite, comment est-ce qu'on a travaillé avec les conteneurs. Et enfin, une petite démo d'intégration avec des conteneurs. Alors bonjour, moi je m'appelle Antoine Le Taxin, je suis un développeur plutôt JavaScript, vous voyez un peu les stacks que je manipule au quotidien. J'essaie d'être un craftsman du front, c'est-à-dire de vraiment rechercher la qualité du code et tous les outils qui peuvent industrialiser mon domaine de compétences le mieux possible. Et pendant le projet de Kodokojo, depuis 5 mois, donc j'ai rencontré Docker, c'était vraiment une bonne surprise et ça m'a bien aidé à continuer à faire du craft en front aussi. Et je travaille avec Jean-Pascal. Donc voilà, je suis Jean-Pascal Thierry, je suis consultant chez Xebia. Je travaille depuis 6 mois sur Kodokojo. Moi je suis plutôt back pour le coup. Je fais beaucoup de Java. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je pratique de manière assez intense Docker. Je me suis intéressé assez rapidement aussi à Mesos comme solution d'orchestration. Vous avez vu ce matin la présentation de Mesosphere, donc je pense que c'est pas mal que je vous explique ce que c'est. Mais voilà, ce sont essentiellement ces technologies-là qui ont permis l'émergence de Kodokojo. Alors j'en parle depuis tout à l'heure, Kodokojo, qu'est-ce que c'est? Kodokojo est avant tout un projet open source. Depuis hier, on a ouvert les sources, donc hier on a la vocation de le faire dès le début en open source, donc c'est un projet open source qui vise à fournir une usine logicielle sur étagère. Alors pourquoi? En fait, on s'est rendu compte que dans beaucoup d'entreprises, beaucoup de SI, ont rencontré des problèmes à la mise en place d'une usine logicielle. Alors, c'est quoi les scénarios qu'on peut rencontrer? Typiquement, on va retrouver le sprint 0. Vous savez, ce lancement de projet qui est toujours un peu compliqué quand on est un peu agiliste et qu'on veut faire de l'intégration continue. On va vouloir automatiser le build, faire des tests unitaires, éventuellement des tests d'intégration, mais on aimerait bien avoir un Jenkins avec un set de plugins. Je prends Jenkins comme exemple, vous pouvez aimer GoCD aussi, c'est pas le débat ici. Mais vous allez vouloir mettre en place votre usine et puis vous allez vouloir avoir votre usine de build. Vous allez vouloir intégrer dedans un gestionnaire de sources fatalement, parce que sans ça vous ne pouvez rien faire, un dépôt, etc. Et à chaque fois, en fonction du projet, ça peut changer déjà. Les outils ne sont pas forcément les mêmes. Si vous faites du mobile, ça ne sera pas la même chose que de faire un développement back ou un développement front. Et surtout, c'est que les outils qui vont être mis à votre disposition, vous n'avez pas forcément le choix. Là, je parlais de GoCD tout à l'heure, il y a assez peu d'entreprises qui l'utilisent, je crois, pour le moment. Il y en a beaucoup qui font de Jenkins, mais si vous voulez faire du GoCD, vous n'avez peut-être pas forcément le choix. On va peut-être vous dire, non, nous ici, on fait que du Jenkins. Et encore pire, on va vous dire, tu ne vas pas avoir ton Jenkins à toi, on va le mutualiser avec un Jenkins qu'on a installé il y a 5 ans. Qui n'a pas été mis à jour parce que, c'est compliqué à mettre à jour. Il y a quelqu'un qui a mis en place l'usine il y a 5 ans, mais il n'est plus dans la boîte, ou il fait ça en dilettante parce qu'il n'a pas vraiment de budget pour ça. Du coup, c'est pas forcément maintenu et c'est un peu compliqué, quoi. Donc il y a 2 possibilités, ou des fois, dans certains contextes aussi, on a soit le choix d'aller faire la queue dans le bureau du SI, c'est-à-dire aller lui demander gentiment si on peut avoir une machine pour aller installer son usine et faire soi-même la configuration et le monitoring. Et s'il est gentil, il voudra bien, il vous le fera un jour, le temps qu'il commande les serveurs, qu'ils arrivent. Et si vous avez de la chance, allez sur le cloud. Ou l'autre méthode que moi-même j'ai déjà eu à pratiquer, la méthode Shadow IT, c'est-à-dire, tiens, il y a un bout de serveur qui traîne, là, je vais aller pomper un CPU et 20 Go de disque dur, je vais aller installer un Jenkins là-dessus, 11 usines, et puis c'est moi qui vais le maintenir, mais c'est un usage détourné de certaines machines qu'on m'avait données, quoi, j'ai fait avec. C'est un peu mal, clairement, et c'est pas une situation qui est super rassurante et qui est pas intéressante. On ne le vit pas forcément bien, clairement. Et ça, c'était quelque chose qui était assez courant avant l'arrivée de ce qui a suivi, à savoir les conteneurs. Depuis effectivement 2 ans, on parle énormément des conteneurs avec l'avènement de Docker, et c'est Docker qui a permis de démocratiser les conteneurs. Les conteneurs existent déjà depuis quelques années, c'est effectivement des technologies issues du Linux qui datent un peu maintenant. Mais Docker a réellement permis la démocratisation de l'utilisation des conteneurs. Du coup, nous, on s'est dit, tiens, on pourrait peut-être tirer profit de ces conteneurs
pour notre usine, pour notre composante d'intégration continue, notamment en commençant par containeriser les agents de build. En gros, en fonction du projet ou en fonction du cycle de vie dans le projet, des fois on va engranger un ensemble de tests qui vont faire intervenir différents outils et on va vouloir faire en sorte que l'agent de build qui va réellement construire mon appli à un moment donné va avoir les outils dont elle a besoin pour faire ses tests. Et des fois ces outils ne sont pas compatibles entre eux. Qui s'est déjà retrouvé sur un Jenkins hyper mutualisé avec 200 projets à ne pas pouvoir rajouter un plugin parce que il n'est pas compatible avec l'autre plugin du projet d'à côté et que du coup vous ne pouvez pas l'utiliser ou vous ne pouvez pas builder des fois. Ça arrive, moi j'ai déjà vécu ça. Du coup le fait de containeriser ces agents de build, au final on s'affranchit de ça. Et on dit à Jenkins, maintenant tu fais de l'orchestration d'agents, de slave, et tu n'as plus sur toi tous les outils pour faire le build, c'est les agents qui vont les porter via des conteneurs. Et du coup, mon application passe. Je pourrais moi te donner les images Docker qui contiennent les outils du build. Et du coup, mon projet, je peux le builder avec ce que je veux. Et en plus de ça, je ne vais pas l'embêter mes petits copains à côté. Après, on s'est dit, tiens, c'est pas mal, on a réussi à containeriser un slave. Et si on conteneurisait un Jenkins, plutôt que d'avoir le Jenkins hyper mutualisé là, si je faisais un espèce de Jenkins as a service avec du conteneur, quoi, ça pourrait être super. Surtout que du coup, vu que j'ai déporté une grande partie de la complexité dans les agents, dans les slaves, le Jenkins Master, le seul rôle qu'il a à faire réellement, c'est orchestrer les jobs de build. Et du coup, ça simplifie du coup la mise en place du master, et du coup, je peux limite le proposer en base de service avec du conteneur. Donc on s'est dit, tiens, on va faire l'effort, on va essayer de containeriser le Jenkins, ce qu'on a réussi à faire. Du coup, on arrive à avoir un Jenkins qui tournait dans un conteneur, qui arrivait à piloter d'autres conteneurs. C'était génial. Surtout que là, du coup, pour la question des plugins, elle était tout de suite réglée. Je pouvais même avoir les plugins que je voulais moi. Je n'avais pas embêté mes petits voisins. Et après, on s'est dit, tiens, ça pourrait être pas mal d'essayer de containeriser plus que mon agent que mon outil d'intégration continue, à savoir Jenkins, puisque j'en parle depuis tout à l'heure. Si j'essayais de containeriser l'intégration de mon usine de logiciel, si j'essayais de containeriser un GitLab, est-ce que j'arriverai à containeriser un Nexus? Ça pourrait être sympa de pouvoir avoir, à la demande quasiment, une usine de logiciel. L'autre chose qui est arrivée aussi, c'est le problème à laquelle on s'est retrouvé confronté, excusez-moi, c'est que là on est passé j'ai un Jenkins avec des slaves, c'est cool, je peux jouer avec une seule machine et ça tient encore. Là on commence à parler d'une usine logicielle comme. Et là on commence à parler de problématiques un petit peu plus costauds parce que mon GitLab, si je perds les données qui sont dessus, je perds toutes les sources. C'est un peu problématique. Donc je vais vouloir assurer de la haute disponibilité, je vais vouloir faire de la persistance. Et là sur une seule machine, on voit bien que ça ne peut pas tenir, donc on va commencer à parler de multi-machine. Et là, on va être confronté à d'autres problématiques qui sont par exemple l'orchestration. Ce matin à la keynote, ils en parlaient très bien, on a bien senti qu'il y avait un enjeu autour de l'orchestration des conteneurs. C'est super d'avoir des microservices, d'avoir plein de conteneurs partout sur votre cluster de machines. Si vous n'avez pas des outils capables de les orchestrer et de les manager, vous serez très très vite débordé. Le script bash ne suffira pas. Il faut être clair. Du coup, on s'est retrouvé un peu bloqué à cette époque-là. Du coup, on a eu un petit frein là-dessus. Et on a dû attendre vraiment des outils d'orchestration pour pouvoir passer ce cap. Et quand on a passé ce cap des outils d'orchestration, notamment avec l'usage de Mesos dans notre cas, parce que c'est le choix qu'on a fait, on s'est même dit on va aller plus loin dans la conteneurisation de notre usine logicielle, on va aller jusqu'à conteneuriser nos outils d'infrastructure. Qu'est-ce que j'appelle nos outils d'infrastructure? Ça va être tout ce qui comporte le monitoring et la métrologie. Voilà. Typiquement, moi je suis assez fan de CollectD par exemple. Donc on a installé du CollectD sur nos instances. Et tous nos CollectD vont aller pousser leur métrique, leur métrologie. Là je parle bien de métrologie, à savoir consommation CPU, RAM, etc. Dans un InfluDB qui lui-même est conteneurisé. Et on a un Grafana qui est le renderer de la base de données InfluDB qui lui-même est conteneurisé aussi. Du coup, on peut faire de la métrologie as a service. Pour le monitoring, on pourrait faire pareil avec la centralisation des logs. Alors ça pourrait paraître un peu déstabilisant de se dire je vais conteneuriser des outils d'infrastructure. On ne conteneurise pas tout. Il y a certaines choses qu'on ne pourra pas conteneuriser. On verra peut-être plus tard. Mais du coup, voilà, on se dit, si on arrive à franchir ce cap-là, on pourrait complètement conteneuriser une usine logicielle intégralement. Et paf, Codecojo est clairement là, quoi. En fait, il y a un an, j'ai eu la chance de faire une presse sur Mesos à Brestcamp avec mes petits camarades. Et sur le retour de Brestcamp, on s'est dit, tiens, Mesos, c'est vraiment super, on arrive à faire pas mal d'orchestration, on peut faire de l'allocation de ressources,
On peut optimiser les ressources sur un cluster, parce que c'est un peu le rôle premier de Mesos, hein. C'est quand même d'optimiser l'occupation de vos VM sur un cluster avec des tâches, etc., de mettre des quotas. On s'y tient, on tient peut-être quelque chose pour faire de la mutualisation de services, et notamment d'usines logicielles, puisque c'est le cas qu'on avait déjà depuis des années, qu'on avait déjà lancé la containerisation de nos Jenkins, etc., et que le frein qu'on avait, à savoir orchestrer et manager un cluster de conteneurs, bah là, on l'avait plus. Du coup, on s'est dit, tiens, c'est faisable. On va pouvoir produire une usine logicielle qui est partageable et qui est utilisable par tous, à condition qu'ils mettent une petite UI devant, enfin une petite UI, une UI devant. Je ne veux pas être réducteur pour mon développeur front, parce qu'il a fait quand même du bon boulot, mais qui simplifierait grandement la configuration d'une usine logicielle. En gros, ce que l'on voulait, c'était ne pas forcément avoir des compétences en bash avancées pour pouvoir lancer l'usine logicielle et orchestrer mon Mesos, etc. Voilà. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va essayer de faire Kodokojo, une usine logicielle open source en 3 clics. Voilà. C'était un peu le défi qu'on s'est donné. Hop là, pardon. Demo time. Alors. Avant la petite démo, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez une idée comme ça de combien d'étapes il vous faudrait pour le faire à la main? Imaginons, nous on a 3 briques de base dans la version actuelle. On a un GitLab, on a un Jenkins et on a un Nexus. Comme ça, à la louche. Moi j'ai compté. Hein, qui pense que c'est plus que 5 par exemple? Ouais, ok. Plus que 10. Ok. Bon, voilà. C'est plus que 10. Mais on va les énumérer ensemble. Hein. Il faut aller télécharger les binaires de chaque brique. Donc un GitLab, un Nexus 3 fois. Ensuite, bien sûr, ces briques-là, elles ont besoin d'un environnement d'exécution qui est différent. Par exemple, pour GitLab, il faut Ruby. Pour Jenkins, il faut Java, etc. Ensuite, on va aller les déposer sur un ou plusieurs serveurs, en général un serveur, hein, et on va les dézipper, tout ça, super. Là, on commence à avoir des outils qui fonctionnent. On se dit, bon, bah, pour les utiliser, j'aimerais bien pouvoir me connecter dessus. Ah oui, mais il y a un utilisateur par défaut, que tout le monde connaît en plus, ça va être ouvert à tout le monde qui connaît cet utilisateur, c'est pas ce que je veux, je voudrais faire de l'authentification. Ah, mais pour faire de l'authentification, il faut mettre en place HTTPS. Pour mettre en place HTTPS, il faut aller chercher les certificats, les installer sur chaque brique, bien sûr, chacun a sa façon de faire, hein, sinon ce serait trop facile. Ensuite, une fois qu'on a ça, on peut éventuellement se connecter à chaque brique, enlever l'utilisateur par défaut et rajouter l'admin et puis éventuellement les autres utilisateurs. Donc ça, bien sûr, 3 fois. Hein. Une fois qu'on a fait ça, on a théoriquement quelque chose qui tourne. On a fait, j'ai compté, je crois que c'est entre 13 et 17 selon, voilà. Mais on n'a même pas de métrologie, on ne sait pas, ça doit marcher. Le premier utilisateur nous dira si ça a marché ou pas. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de vous montrer comment avec Kodokojo, en 3 clics, on y arrive. Il faut que j'ai pas de ça, c'est pas ça, c'est ça. Bon voilà, ça c'est notre interface Kodokojo. Alors, c'est pas idéal au niveau de la place que ça prend, mais ça va vous donner un exemple. Première étape, je vais créer un utilisateur. Ça, je commence un peu par la fin finalement. Voilà, donc je vais prendre un utilisateur. Ça, c'est le premier clic. Un clic. Là, j'ai, pour l'exemple, je mets tout en live, mais bien sûr, dans la version en prod, on l'envoie par mail, etc. Il y a un système d'authentification classique. Et deuxième étape, je vais devoir donc créer un projet. Un projet, pour nous, ça va être instancier différentes briques qui vont permettre de mettre en place une usine logicielle pour ce projet. En l'occurrence, nous, on a 3 grandes familles. On a un gestionnaire de sources, un outil d'intégration continue et un ou plusieurs repositories. Dans notre version actuelle, on a GitLab, Jenkins, Nexus. On n'a pas le choix. Mais bien évidemment, là, vous voyez, il y a une case à cocher. Le but, c'est que comme c'est un projet open source, c'est prévu pour être facilement extensible. Et dans un avenir assez proche, on espère mettre par exemple du GoCD à côté de Jenkins, voilà, d'avoir des alternatives et de pouvoir permettre aux utilisateurs qui voudraient intervenir sur le projet de mettre en place leur brique qu'ils préfèrent parce qu'ils préfèrent faire telle technologie ou telle autre. Donc là, je vais être très original, je vais créer un projet Container Day, je vais aller cliquer quand même parce qu'on peut faire entrer, mais ça compte pas comme un clic. Alors, hop, deuxième clic, là il commence à se passer des choses théoriquement. Je me mets sur l'application. Voilà, il se passe des choses. Je vais rafraîchir. Bon, vous voyez à gauche, donc ici, ça c'est en fait la remontée de ce que nous envoie Marathon. Alors, on a le réseau n'est pas super efficace, donc je pense qu'il galère un petit peu, mais notre application donc, va plus vite que Marathon, ça tombe bien.
on voit que le Jenkins, le GitLab et le Nexus sont en train de se monter. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des images Docker vraiment officielles, hein. Nous, on ne les a pas tweakées, on les instancie et puis on les monte. Donc en fait, le temps d'exécution, ça va être le temps que va mettre chaque brique, chaque image Docker à se configurer. Alors GitLab, je sais qu'il va chercher par exemple ses modules à lui, il va aller s'installer, etc. Hop, on voit que là, Nexus est prêt. Un marathon, c'est vraiment trop lent. C'est parce que là, c'est l'autre. Ah, c'est parce que là, c'est l'autre perdu. Voilà, on voit qu'on a une réplication donc, de l'état de marathon de chacune de nos instances. On a on a la version, ça nous sert bien, et surtout on a des liens. Ça permet d'avoir un accès centralisé où je vais pouvoir aller sur chaque brique logicielle. Ah, c'est toujours un peu lent. Ah, GitLab il est tombé. Ça arrive. On va pouvoir aller par exemple sur notre Jenkins, s'il veut bien se charger. Peut-être en charger qu'un, parce que sinon on est encore là demain. Voilà. Je vais pouvoir aller m'identifier en utilisant le compte que j'ai donc instancié quand je me suis connecté à CodeCojo. Et voilà, je peux m'identifier, je peux aller paramétrer mes jobs, faire mon boulot normal d'usine logicielle. Donc pour ceux qui étaient déjà là à la session d'avant, c'était une plateforme qui proposait plutôt pour de l'application. Pour l'instant, nous on est sur la phase de build et on propose vraiment en 3 clics de monter une usine logicielle. Pardon ? Ah oui, on peut aller voir. Non, c'est pas ça. Okay. C'est juste dessus. Ah, pardon. En plus de tout ce que Antoine a bien pu évoquer, effectivement, vous avez vu, il a dû se loguer en premier, parce qu'on a retiré l'utilisateur par défaut et la politique par défaut de Jenkins du maison logiciel. Donc on a été piloté Jenkins pour ajouter l'utilisateur que Antoine a créé juste avant. Et on a mis en place en plus donc, les URL conventionnés, tu peux montrer s'il te plaît, voilà. Qui permet de faciliter à un nouvel arrivant l'accessibilité des outils. On a essayé de mettre en place une sorte de convention, un peu à la Maven, pour dire, si je veux accéder à Jenkins du projet conteneursday, c'est Jenkins-conteneursday.codecojo.io, en l'occurrence, parce qu'on héberge sur codecojo.io. Mais l'idée est un peu là. Et en plus de ça, on a mis en place toute la politique de la mise en place du HTTPS dessus. Donc c'est sécurisé et en fait je vous ai menti, il n'y avait que 2 clics, le 3e clic c'est pour aller sur chaque brique. Donc bon, bref. Hop. Je repasse la main à Jean-Pascal pour l'aspect plutôt ce qu'il y a sous le capot. Voilà, donc là on vous a montré un peu ce que faisait CodeCojo et là on va revenir un petit peu plus sur les conteneurs parce qu'on est quand même là pour ça. Ça c'est l'architecture macroscopique on va dire de CodeCojo. En gros on va retrouver donc Marathon et Mesos. Donc Mesos, l'optimisateur de ressources sur un cluster, sur un ensemble de VM. Marathon, l'orchestrateur, c'est lui qui nous a permis de lancer nos différents conteneurs sur le cluster de machines. D'accord ? Ce sont les 2 seules choses qui ne sont pas dockerisées. C'est-à-dire que c'est les 2 seules choses, c'est les 2 seuls éléments, 2 seules briques qu'on n'a pas voulu intentionnellement dockeriser, qu'on lance sur les systèmes. Ils sont redondés sur plusieurs machines, ils sont au dispo de base, et on n'avait pas eu le besoin de les isoler. Voilà. Après, tout le reste, ce sont des conteneurs. Donc on va retrouver un conteneur pour le front de CodeCojo, un conteneur pour le back de CodeCojo, qui va piloter Marathon, en l'occurrence. On a choisi Redis comme un back-end, c'est aussi un conteneur Docker. On va retrouver les différentes images qui constituent la brique du logiciel. Donc là, pour l'instant, il n'y a que ces 3-là, mais on espère bien à terme en apporter plus. Et on va retrouver en front un DHA proxy. Il y en a un qui permet d'accéder à CodeCojo, et l'autre qui permet d'accéder aux différentes briques de l'usine. Donc c'est un HA proxy qui est, à qui on a accolé un petit bout de code en Go pour aller voir les notifications de Marathon et se mettre à jour pour pouvoir faciliter le binding entre la super belle URL que vous avez eue et l'IP port privé avec le port dynamique des conteneurs qui est juste pas utilisable pour un humain, on va dire. Ça devient compliqué de retenir un port à 5 chiffres. Donc on voit bien qu'on a du conteneur partout. Voilà. Du coup, quand on a développé CodeCojo, c'est super d'avoir une belle architecture un peu éclatée comme ça avec plein de conteneurs, mais comment est-ce qu'on travaille avec des conteneurs quand on développait ce genre d'architecture-là? Surtout qu'en plus, on vous a monté 3 briques, mais on vous a montré GitLab, Nexus et Jenkins, qu'à terme on aimerait en avoir beaucoup plus. Comment est-ce qu'on fait pour travailler dans cet environnement-là avec autant de technologies? Pour ça, je vais laisser la parole à Antoine. Et je te prends la manette. Première problématique qu'on avait, c'est qu'on a une très grande équipe, donc on est une grande équipe de 2. Un très back-end et un très front-end. Donc comment on fait pour travailler en synergie entre le front et le back?
quand il y a beaucoup de techno comme ça, les conteneurs nous ont apporté une première solution pour le backeux, qui était Jean-Pascal. Moi, je travaille en front, j'ai l'habitude d'avoir mes outils. Par exemple, entre le début et la fin du projet, c'est-à-dire de 5 mois, j'ai changé au moins 4 ou 5 fois de version de Node pour upgrader ou downgrader en fonction des compatibilités des paquets NPM. Ceux qui font du Node savent de quoi je parle. Et donc, du coup, je ne voulais pas faire subir ça à mon développeur back. Et le fait de pouvoir créer une image du front, ça nous a permis de lisser cette première problématique. C'est l'image qui a la version de Node. Et quand on construit l'image du front, c'est elle qui va piloter justement cette dépendance. Deuxième avantage, ce qu'on va faire d'habitude quand on fait du front, on va mettre sur un CI les étapes de test, de build, etc. Et ça va construire le front. Nous, on voulait aller plus loin. Donc, au lieu d'avoir ça dans un CI, ce qu'on a mis dans le CI, et ce qu'on peut faire aussi sur mon poste, c'est de conditionner la construction de l'image finale du front aux étapes du build. Donc les tests, le linting, etc. S'il y a une de ces étapes-là qui casse, l'image ne sera pas disponible et donc du coup on saura que cette version-là ne sera pas production ready. Troisième facilité, ça c'est un peu ce que j'ai dit au début, je me répète, mais c'était vraiment un avantage, c'était de pouvoir facilement travailler avec quelqu'un qui change bien sûr, parce qu'on change en permanence les deux couches des deux côtés en même temps, donc il faut pouvoir se mettre à jour facilement. Là, dès que je faisais une modification, il suffisait qu'il récupère l'image construite du front pour pouvoir l'utiliser. Ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que pour le fronton que je suis, j'ai pu récupérer, alors non pas une, parce que vous avez vu que la stack elle est quand même assez impressionnante, mais quand on m'a dit, alors voilà, tu vas devoir travailler avec un back-end où il y a du Mesos, du Marathon, du Redis, du je sais pas quoi, du Java et tout, ça m'a fait un peu, pas peur, parce que j'étais prêt à affronter tous les challenges, mais c'était quand même un peu compliqué. Je me suis dit comment on fait, il y a des choses, je ne savais pas comment les paramétrer. Là, j'ai pas eu besoin de me poser la question. On a pu fournir un nombre d'images suffisantes et avec un Docker Compose pour pouvoir facilement démarrer toute la stack back et que moi je puisse développer dans mon coin sans me poser trop de questions. Le deuxième avantage, c'est qu'il y a une certaine flexibilité. C'est-à-dire que Docker Compose, on a deux mises en place. Une qui permet d'instancier en local toute la stack avec le Mesos, le Marathon, etc. Et une autre qui permet d'instancier le minimum nécessaire, c'est-à-dire juste l'application REST, le Redis, et qui va taper sur le cluster de l'AWS. Ça me permet, en fonction de ce que je veux tester, de soit aller taper sur l'AWS et donc éventuellement lancer des machines qui coûtent de l'argent, ou juste développer sur mon poste, comme ça j'embête personne. Dernier avantage pour moi fronteux, encore moi je sais me connecter sur un Linux, en SSH, ce genre de choses, mais peut-être quand l'équipe grandira, il y aura des gens qui ne sauront pas le faire. Comment je fais quand il y a eu un problème sur mon API REST, enfin en tout cas apparemment mon API REST a eu un problème, comment je fais pour aller voir les logs? Là j'ai une façon très simple de pouvoir aller interroger les logs d'une partie ou de la totalité des couches du backend. Donc ça c'était les premiers avantages, et moi ça a été vraiment une bonne découverte d'utiliser les conteneurs, que ce soit en front ou en back. Deuxième problématique, les tests d'intégration. Comment on fait pour tester l'intégration de briques avec des technologies aussi variées et s'assurer que quand on fait un développement, quand on modifie quelque chose, rien ne se casse. Là-dessus, il y a 3 grands principes. Le premier, on va tout moquer. Donc c'est génial, on a la main sur le scénario de build, sur l'état d'entrée, sur l'état de sortie, on peut jouer avec. Ça peut paraître bien, mais il y a quand même un gros souci, c'est qu'il faut tout réimplémenter. Donc tous les comportements de toutes les briques, et bien sûr quand il y a un changement de version, de réimplémenter tous les changements. Autant dire que vu la stack qu'on mettait en place, c'était inenvisageable pour nous, donc on n'a pas choisi ça. Deuxième solution, la solution classique, on installe sur tous les postes qui ont besoin de lancer les tests, donc sur le CI et sur les machines des développeurs, toutes les briques. L'avantage, c'est les vrais tests d'intégration, c'est les vraies briques réelles qu'on teste. Mais on a toujours cette difficulté où quand on doit mettre à jour, imaginons un dev met à jour une des briques, il faut bien notifier tout le monde qu'il mette à jour la version sur son poste, sinon ça ne va pas marcher pareil. Et deuxième problématique, on ne maîtrise pas l'état d'entrée entre chaque test. Par exemple, on teste Redis, donc on l'utilise, on a des tests d'intégration dessus. Tous ceux qui ont fait des tests d'intégration savent quelle est la problématique. On a un état d'entrée et puis on va faire une série de tests qui vont modifier l'état de cette brique. Et entre deux tests, des fois c'est un peu la gymnastique pour savoir dans quel état il est. Là, avec une image et un conteneur qu'on lance à la volée et qu'on détruit à chaque fois, on a la main sur l'état d'entrée de la brique qu'on veut tester.
Du coup, bah, je vais un peu spoiler la fin. Les containers à la rescousse, c'est vraiment pour nous la solution qu'on a trouvée qui était idéale pour pouvoir tester l'intégration de chaque brique. Ça permettait de lancer les tests de n'importe où. C'est-à-dire que de mon poste, je peux lancer les tests d'intégration des briques back si je veux. Sur le CI, c'est pareil. Du moment qu'on a Docker, c'est transparent. On a la main sur le oui, en fait, je me suis complètement spoilé. L'état initial des tests, ils sont reproductibles d'une manière identique. On sait quelle image on va monter, quel état est là, et on peut la détruire ensuite. Petit effet, petite side effect sympa aussi, on peut paralyser l'exécution des tests. Quand on a beaucoup de tests d'intégration et qui sont assez gourmands en ressources, bah, c'est quand même pas rien. Le seul désavantage, c'est d'introduire un peu de complexité. C'est-à-dire que je vais devoir introduire des complexités pour gérer les couches réseau, pour avoir accès aux logs. Mais comparativement aux bénéfices qu'on avait, cette complexité était vraiment négligeable, et surtout quand on a un Jean Pascal, ça va très vite en fait. Donc voilà, on va montrer une deuxième démo, enfin Jean-Pascal va vous montrer une deuxième démo d'un test d'intégration. Hop, Tu fasses échappe. Ouais. on va y arriver. Et après tu fais... Voilà. Donc je ne vais pas tout vous montrer tout le code, l'intégralité des tests qu'on joue sur Codecojo, ça n'a pas forcément grand intérêt. Je vais juste vous montrer un bout de brique qu'on a mis en place pour tester justement l'authentification d'un utilisateur sur une des briques qui constitue l'usine logicielle. On a utilisé donc JGiven, je ne sais pas si beaucoup connaissent JGiven, mais c'est un petit framework Java qui permet de faire du BDD assez simplement. Là en l'occurrence, ce qu'on va regarder, c'est le test de Jenkins. Donc là on voit que je lui ai juste donné un coup de data sur Jenkins où je vais dire que je vais vouloir tester une image Docker Jenkins, juste déclarer certaines informations relatives au test pour que ça se déroule bien, savoir le port sur lequel je dois mailer, etc. Parce qu'en fonction des briques, ils ne se plug pas forcément sur le même port. Enfin bref, passons. Le test BDD en lui-même, il est ici, hein, le code est dedans, je ne vais pas vous montrer ce que c'est pas forcément intérêt. Qu'est-ce que je dis? Je dis que je vais commencer par starter une des briques. Donc comment est-ce que je fais ça? Je vais starter une des briques Docker, c'est-à-dire que je vais réellement lancer un conteneur Docker. Je vais le lancer en même temps, ça sera mieux. Docker le démon Docker est pilotable via la socket TCP et on peut lui passer du REST. Du coup, si vous êtes capable de générer du REST, bah, vous êtes capable de piloter du Docker. Alors du coup, il y a quelqu'un qui a fait un petit SDK, une petite librairie pour piloter Docker depuis Java pour faciliter un peu la vie, mais vous pourrez très bien le faire en JS aussi, hein. Ça marcherait tout autant. C'est utilisable avec plein de technos. Nous là du coup, on a juste avec Java, du coup on n'a même pas besoin d'avoir sur la machine Docker, enfin d'avoir le CLI Docker. Il suffisait juste d'avoir accès à un démon Docker pour pouvoir faire mes tests. Du coup là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de pouler l'image parce que si jamais je ne l'ai pas, il va aller la chercher. Là, il est en train de démarrer Docker, de démarrer Jenkins, je veux dire. Voilà, donc là, l'instance, il est lancé depuis une minute. Donc on voit bien que c'est le tag avec l'image officielle que j'ai lancée. Ensuite, je lui dis de créer l'utilisateur par défaut sur la brique que je viens de lancer. Et enfin, mon assertion, ça va être d'essayer de m'authentifier avec l'user qui vient d'être créé. Et là, on voit que le test est passé. Une fois que j'ai fini le test, je suis un mec sympa, je fais le ménage et j'ai détruit les conteneurs qui viennent d'être testés. Du coup, là on le voit, je les ai un peu brisés, je les ai commentés parce que sinon ça prend un peu de temps. Je teste de la manière GitLab. Là, je voulais commenter parce que le GitLab il est un peu loin à se lancer, il lui faut 2-3 minutes d'image officielle pour se lancer en moyenne à peu près. Du coup, ça n'a pas trop d'intérêt, mais vous voyez, dans le même principe, je peux tester l'intégralité des briques que je voudrais avoir dans mon usine logicielle. Le test que je viens de vous montrer, ce n'est qu'un test parmi d'autres. De la même manière, on teste toute l'API de Codecojo. C'est-à-dire que je lance une vraie instance de Codecojo, un vrai REST, je le plug dessus, et j'appelle l'API de Codecojo. Et je teste ses retours. Voir si j'ai pas envie de le containeriser parce que je veux garder par exemple mes outils de couverture de test, je lance une instance comme je le lancerais en Java, quoi. Et j'appelle le port que j'ai plugué dessus pour accéder à mon API et je continue à avoir la main sur le bytecode. Enfin, bref. Du coup, voilà, Docker nous offre quand même pas mal de possibilités pour faire les tests d'intégration. Ça nous a permis par exemple de tester avec une image de Jenkins version 2. On prend juste l'image avec une version différente, on rejoue nos tests d'intégration et on voit si ça passe ou pas. C'est quand même un gros bénéfice. Ça nous a permis de voir qu'en l'occurrence ça ne marchait pas tel quel, mais ça nous a permis de voir où est-ce qu'il faudrait qu'on change pour pouvoir l'intégrer. J'ai pu réinstaller un Jenkins sur ma machine. C'est plutôt cool. Je crois que ça tourne. Ok. Alors du coup... Ah, tu veux que ouais, comme que tu veux. D'accord, donc du coup, oui, effectivement, Codecojo est open source depuis hier. Enfin, on voulait le faire open source depuis le début, mais il est open source depuis hier.
vous pouvez retrouver donc, tout le code source sur cette organisation-là. On a aussi ouvert un GitHub pour faciliter la communication, et si jamais vous voulez venir et vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à venir nous poser la question. Si vous avez des problèmes avec Codecojo, n'hésitez pas à venir nous voir aussi. Donc Codecojo est sous licence GPL v3, et on utilise pour le modèle de contribution un truc qui s'appelle le C4, qui a été mis en place par ZRMQ, qui définit grossièrement comment contribuer avec des pull requests, avec des mainteneurs et des contributeurs. C'est plus une philosophie qu'une spec très cadrée. Mais surtout, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout d'avoir éventuellement des revues de code, des propositions de fonctionnalités. Là, on a que 3 briques de supporter, mais on a développé des interfaces dans le code Java au niveau back assez simples pour pouvoir rajouter de nouvelles briques. À savoir, il y a une interface à réimplémenter, en gros. Surtout, voilà, après à terme, là on a open sourcé une version qui est très très minimaliste. C'est-à-dire que là, avec la démo que nous allons faire, on vous a montré 80% des fonctionnalités de Codecojo à l'heure actuelle. Je ne vous masque pas toute la partie de gestion des DNS. On a une partie de gestion de SSH, de SSL que je ne vous ai pas montré non plus là, mais qui sont aussi là. Donc si jamais vous avez contribué d'une manière ou d'une autre, vous êtes les bienvenus, ça sera avec plaisir. En gros, notre idée, c'était de dire, c'est pas un système, on n'a pas inventé la poudre, on n'a pas fait de la magie, mais il y a plein de gens qui essayent de faire ça en ce moment. Et ce qu'on voudrait, c'est fédérer les gens pour pouvoir mettre en place ces bonnes pratiques sur un outil qui vraiment, par la communauté, deviendra vraiment quelque chose de très utilisable, de vraiment le meilleur, on va dire, voilà, mais grâce à la communauté. N'hésitez pas à contribuer, ça sera avec bonheur. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Désolé, monsieur. J'ai déjà une petite question en forme de blague. Il faut combien de clics pour installer Aucun. Non, à l'heure actuelle, je peux le montrer éventuellement si vous voulez là. L'infrastructure de démo que j'ai montée, je l'ai montée ce midi, intégralement. Alors là, on est sur du AWS pour le moment. On a tout automatisé, parce que nous, on a la culture d'automatisation. Comme on a automatisé toute l'usine de build au final, on a voulu aussi automatiser son installation, normal. Donc là, à l'heure actuelle, on utilise du Terraform et du Ansible pour installer toute la couche d'infrastructure Mesos Marathon. Et derrière, vu que c'est des conteneurs Docker pour Codecojo, c'est des conteneurs Docker pour Codecojo. Voilà. La seule contrainte qu'on a pour le moment, c'est qu'on est sur AWS et que les deux seules choses qu'on n'a pas implémentées nous-mêmes, c'est Route 53 et SES pour les mails. Voilà, pour le moment. La question plus sérieuse, c'était quoi les prérequis justement pour installer D'avoir Docker. Pour le moment, c'est vraiment d'avoir Docker. D'avoir Docker, et à terme, il faudrait qu'on puisse avoir la main sur le DNS parce que nous considérons que le fait de pouvoir simplifier l'accès aux services via des URL, via des entrées DNS, c'est quand même bien plus sympa que d'avoir des ports un peu bizarres. Et pour ça, le DNS est quand même super pratique. Voilà. Oui. Si deux projets partagent chacun leur fil code, est-ce qu'ils peuvent partager des fichiers si jamais il y a des builds qui sont... Oui, il n'y a rien qui l'empêche, ce sont des conteneurs. Enfin, s'ils veulent le faire, ils peuvent. Il n'y a pas de cloisonnement réseau entre les instances ou quoi que ce soit. D'accord. La seule cloisonnement, elle se fait au niveau du service, à savoir que sur un GitLab, par exemple, si je prends le cas de GitLab, si un projet est fermé en privé, il ne sera pas accessible, sauf si tu as les credentials pour aller dessus. Mais ce n'est pas Codecojo qui fait cette magie-là, c'est GitLab. Voilà. Après, à terme, on n'exclue pas, par exemple, d'aller peut-être regarder sur du Kubernetes ou autre pour peut-être faire de l'utilisation réseau si ça devenait vraiment un impératif ou que c'était un vrai besoin. Pour le moment, on ne l'a pas vu, donc on ne l'a pas fait. Une autre question ? Okay. Sur pas de questions, alors. Oui. Ça peut être implémenté du coup en interne dans un groupe. Oui, ça a été le but initial. Parce qu'on a bien conscience que beaucoup d'entreprises n'ont pas forcément envie d'être sur un mode SaaS tout le temps. Et que surtout, il y a certaines entreprises qui ont, par exemple, qui partent sur du SaaS et qui ont envie de réintégrer après, qui ont du mal aussi. Et du coup, Codecojo pourrait être aussi une solution. Donc on a très rapidement voulu se découpler complètement d'un cloud provider quelconque. Par exemple, le HAProxy qu'on s'est embêté à refaire, j'aurais très bien pu utiliser l'Elasticsearch, l'Elastic Load Balancer d'Amazon, mais c'est un parti pris de ne pas l'avoir fait parce que justement, on voulait pouvoir le sortir d'Amazon, par exemple. Donc voilà, c'est prévu pour... À partir du moment où tu as Docker, théoriquement, tu peux l'installer. À part pour la partie, je te dis, encore DNS et email, parce que... Voilà.
Non. Là, je crois qu'on est encore en 0.1 Snapshot. 0. On est en 0.1 Snapshot pour le moment. Là, dans la roadmap, pour être très très transparent, à très court terme, on va mettre en place la persistance avec du BlusterFS. Parce que là, pour le moment, là, tout de suite, à date, on ne l'a pas. La persistance et finir la partie de monitoring avec de la centralisation de log un peu plus costaud que ce qu'on a actuellement. Voilà, avant de commencer à proposer quelque chose d'utilisable concrètement. Voilà. Et après, assez rapidement, je pense qu'on essaiera de mettre en place, de faciliter l'intégration de nouvelles briques. Et peut-être un gestionnaire de catalogue ou de marketplace, je ne sais pas encore exactement quelle forme ça prendra, pour essayer de rajouter de nouvelles briques, parce que là c'est vrai que pour l'instant on n'en propose que 3. Et comme je le disais en début de présentation, moi développeur, j'aimerais bien pouvoir avoir le choix sur les briques que je vais mettre en place. Je pense à mon développeur front là, qui est à côté de moi et qui fait du NPM. C'est le grand rêve de tous les développeurs front d'avoir leur repo NPM privé, quoi. Voilà, par exemple, de faciliter la mise en place de ce genre de briques, je pense que ça peut faire sens. On a pas mal d'idées qui sont dans le pipe et voilà, on a essayé d'abord de trouver un truc fonctionnel avec le minimum de briques pour pouvoir montrer ce que ça pouvait faire et après il n'y a plus qu'à l'étendre. Et une version Une version, pardon Une version release pour utiliser en fait. J'aimerais bien septembre, mais ça va dépendre de beaucoup de facteurs et sur lesquels on n'a pas forcément la main. On vous tiendra au courant. Il y a une newsletter sur la landing page qui est graphiquement ce qu'elle est, mais en tout cas vous pouvez laisser votre email pour pouvoir être informé. Il y a le mail, on a un compte Twitter et il y a le compte Guitar aussi. Donc si vous voulez nous contacter pour avoir des infos, surtout n'hésitez pas, c'est avec plaisir qu'on vous en demande. Personne d'autre? Oui. Ça veut dire quoi, Code Kojo? On va faire un jeu pour savoir. On lance les paris qui. Vous pensez que ça veut dire quoi, Code Kojo? Bon, déjà, ça peut venir d'où? Ouais, il y a des tricheurs, là, il y a des tricheurs. Code Kojo, j'ai tourné court. On doit ça à Pablo, merci Pablo. Code Kojo, c'est code fabrique en japonais. Et code fabrique, c'était déjà pris, donc on s'est dit, tiens, Code Kojo, ça a l'air marrant. En plus, il y a plein de cas. Et moi, je rêve de faire un coding dojo de Code Kojo. Voilà. Bon, d'autres questions? Merci à tous. Merci.